Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci d'être là aussi nombreux. On est rassemblés pour 1h30 pour parler de société de consommation et de surconsommation. Est-ce que vous m'entendez bien déjà ? Voilà. Donc moi, je m'appelle Nicolas Bayard. Je fais partie de l'équipe du Felipe depuis quelques années. Et dans la vie professionnelle, je travaille dans une association qui s'appelle HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Et on travaille notamment sur l'allongement de la durée de vie des produits qui nous entourent. Donc on est en plein dans le cœur du sujet de cette table ronde. Le thème général de cette table ronde, c'est l'adaptation. Et aujourd'hui, on va l'aborder sous un angle très concret, l'adaptation face à la profusion. Vous le savez, on vit dans une société où on produit, on consomme et on jette, tout ça à un rythme effréné. La surconsommation, c'est devenu un moteur de notre économie, mais aussi une des principales causes de la crise écologique. Et derrière, il y a des choix politiques, des stratégies économiques, mais aussi des habitudes, des désirs, des imaginaires. On va parler de tout ça pour voir si on peut vraiment sortir du consumérisme. Si oui, comment ? Est-ce que c'est des règles individuelles, des gestes individuels ou des règles collectives ? Est-ce que c'est une transformation culturelle qu'il faut mettre en place ? Et pour discuter de tout ça, on vous propose trois invités au parcours très complémentaire. D'abord Samuel Sauvage, qui est le cofondateur d'une association que je connais bien, puisqu'il a cofondé HOP il y a 10 ans. Tu es économiste et tu avais déjà publié il y a quelques années un ouvrage intitulé 2017, je pense, du jetable au durable, et est paru hier aux éditions Rue de l'Échiquier, Surconsommation, on arrête tout et on réfléchit, en plein dans notre sujet, qui est disponible sur l'espace éditeur juste à côté. Jeanne, tu es philosophe, tu es chercheuse indépendante, tu es récemment autrice de Le désir de nouveauté, c'était au printemps, c'est ça ? Qui analyse la manière dont la modernité et le capitalisme ont fabriqué notre goût du neuf et de l'obsolescence. Tu avais publié auparavant 2 ouvrages chez Divergence. Un, Le consumérisme à travers ses objets, et l'autre, Une histoire des produits menstruels. Et Françoise Vernet, tu es militante, tu es éditrice, tu diriges notamment la collection Actes Sud. Je passe à l'acte chez Actes Sud. Je crois que maintenant tu approches les 50 titres dans cette collection. Et tu as toi-même écrit S'engager dans une AMAP, dans cette collection, il y a combien de temps ? 2017. Tu as aussi été présidente de Terre et Humanisme, et tu portes depuis longtemps tout ce qui concerne les alternatives concrètes et citoyennes à la société de consommation. Et donc ensemble, on va croiser un petit peu les différentes tensions qui traversent le débat, le systémique versus l'individuel, le théorique versus le pratique, et l'expertise versus le terrain. Merci à vous trois d'être là. Et pour commencer, moi j'ai juste envie de vous poser la première question toute simple. Qu'est-ce que c'est que la surconsommation ? Où est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut mettre une différence, une frontière entre consommer et surconsommer ? Samuel, peut-être que tu peux commencer par déjà nous donner quelques ordres de grandeur. Il y a dans ton livre, tu cites le nombre d'objets qu'il y avait dans un foyer français il y a un peu plus d'un siècle par rapport au nombre d'objets aujourd'hui. C'est assez significatif comme transformation radicale de notre façon de consommer. Oui, merci. Est-ce que vous avez une idée là, dans la salle du nombre d'objets qu'il y a dans une maison moyenne, un appartement moyen ? Ça se compte en milliers, hein. J'entends déjà des grimaces. Bon, c'est dur à compter, parce qu'on va compter les fourchettes, les chaussettes et tout. Donc, c'est estimé à 10 000. Et c'est vrai qu'au début du XXe siècle, c'était plutôt estimé à 300. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est passé, comme ça, en un peu plus d'un siècle, de 300 à 10 000, sans que nos besoins, apparemment, se soient décuplés de la même manière ? C'est assez intéressant à analyser, et quand on regarde finalement cette surconsommation, elle est partout dans une maison moyenne. On va aussi avoir une centaine d'appareils électriques, électroniques. Les chiffres font froid dans le dos sur le nombre de vêtements achetés par an, c'est autour de 40, 42. Sur le nombre d'éléments d'ameublement, de décoration, c'est une trentaine par an, etc. On a une surconsommation qui est partout dans nos vies, mais qui finalement n'est presque nulle part dans les politiques publiques, dans les politiques de transition et même dans les réflexions politiques. Donc c'est pour ça que je trouvais important d'écrire ce livre. Et puis pour répondre à ta question quand même, parce que c'est aussi le but, où est-ce qu'on trace une frontière entre consommation et surconsommation ? C'est un petit peu difficile à tracer. Vos besoins ne seront pas les mêmes que les miens.
quand on est dans la surconsommation, on présume qu'on va dépasser notre besoin primaire. Et donc, il y a une frontière à placer quelque part. Jean Baudrillard, en 70, il parlait de la société de consommation. Maintenant, on est vraiment dans une société de surconsommation parce que les impacts ont été décuplés. Vous savez que notre empreinte carbone, par exemple, elle est autour de 9 tonnes par habitant et qu'il faudrait être à 2 tonnes. Dans cette empreinte, on a un quart environ qui est lié à ce qu'on consomme comme objet. Donc on voit bien déjà qu'il faut au moins la diviser par 4, notre consommation, pour devenir durable. Et donc c'est la définition que j'essaye de garder. C'est comment est-ce qu'on peut rentrer dans les limites de la planète. Et donc ça suppose une diminution drastique de notre consommation. Et ce n'est pas juste quelques optimisations, c'est divisé par 3, 4 ou 5. Sur les vêtements, ça va plutôt même être divisé par 10, notre consommation, pour rentrer dans les limites du supportable pour cette planète. Toi, Jeanne, dans ton ouvrage, tu dis que la surconsommation, c'est pas seulement une question de quantité, mais aussi de désir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce mécanisme ? C'est avec mes mots, tu le dis mieux. Ok, c'est pas une citation, parce que ça, du coup, ça ne cadre pas du tout avec ce que j'allais répondre. Écoute, vas-y, réponds. J'allais vous dire que c'est pas un terme que j'utilise beaucoup, la surconsommation, parce que moi, je m'intéresse pas forcément au point de vue des consommateurs. Je m'intéresse plutôt à la surproduction, donc au point de vue des fabricants. Pour analyser le fait que la surproduction est devenue structurelle, c'est-à-dire qu'on surproduit par principe. Donc comment définir la surproduction ? Comme une offre qui excède la demande supposée, la demande anticipée, avec cette volonté du coup de produire une suroffre et pour l'écouler, de payer des professionnels de la communication, de la publicité, du design, du marketing pour écouler cette suroffre qui, a priori, n'était pas demandée. Mais là aussi, c'est un peu, on va dire, peut-être un petit peu trop local comme définition. Donc si on veut une définition de la surproduction qui nous mette vraiment en prise avec les enjeux écologiques, tout simplement une production qui excède les limites planétaires, qui excède la capacité de l'environnement à absorber l'impact de cette surproduction. Donc on sait très bien aujourd'hui que l'impact majeur des produits, là où les produits sont vraiment impactants d'un point de vue écologique, c'est à la production. C'est pas à la consommation, c'est pas à l'usage, c'est même pas à la gestion comme déchets. C'est très impactant, mais 80%, c'est à la production que c'est impactant. Donc voilà, moi je m'intéresse plutôt à pourquoi cette surproduction elle est devenue structurelle, comment ça marche, c'est-à-dire comment on se retrouve à ne pas être tout le temps dans des crises de surproduction, de saturation des marchés, de destruction des biens. On l'est, hein. Il y a tout le temps des biens qui sont détruits parce qu'ils sont invendus, etc. Ou alors on invente des sous-marchés pour les écouler, du type les soldes, le Black Friday, je sais pas moi, Too Good To Go, etc. Donc on détruit, on est tout le temps dans de la surproduction, mais comment on arrive à ne pas être en crise de surproduction constante ? Eh bien justement par la création de tous ces métiers destinés à écouler cette suroffre. Je m'en tiens là, mais on peut encore développer si vous voulez. On aura l'occasion d'y revenir. Françoise, toi, dans ton quotidien, du côté des citoyens et des collectifs, comment se ressent ce trop de consommation ? Est-ce que tu vois des signes de cette surconsommation ? Je vais interroger ma boule, ma boule miracle. Je ne sais pas si je vois des signes. Moi, je suis plutôt en lien avec des gens qui sont inspirés par la résilience et la sobriété, donc plutôt des personnes qui sont en train d'essayer de faire autrement. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que faire autrement, ce n'est pas possible partout. Moi, j'ai vécu 4 ans dans la grande ruralité. J'étais dans un petit village du Gers de 250 habitants. Je faisais 35 000 km par an. Et on sait aujourd'hui que l'impact, les 9 tonnes dont tu parles, c'est la mobilité, l'alimentation. C'est les 2 facteurs et l'énergie. Et forcément, quand vous habitez en milieu rural, on n'a pas énormément le choix. Là, j'habite à Cahors, les bus sont gratuits, c'est beaucoup mieux, donc j'ai un impact carbone qui est beaucoup plus intéressant. Une autre question très importante, je pense, c'est l'alimentation. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui se questionnent. Vous avez vu la loi du plomb, donc je pense qu'on a fait un lien assez immédiat entre l'alimentation, la santé. Et donc, clairement, quand on a créé cette collection, l'idée, c'était des citoyens comme vous et moi qui avaient vu le film Demain et qui se disaient cette société-là, enfin les différents exemples qui étaient donnés sur l'éducation, sur l'alimentation,
nous inspire et finalement comment je fais. Et donc typiquement s'engager dans une AMAP, donc une association pour le maintien d'une agriculture paysanne où on achète directement avec des maraîchers, donc sans intermédiaire. La carotte, quand vous la payez 1 euro, le paysan il a 1 euro, c'est pas comme quand il va vendre dans un supermarché où il aura au mieux 15 centimes. Voilà, et donc l'idée c'est vraiment de démultiplier tous ces possibles et surtout de les donner à voir parce qu'il y a des moments où comme on n'a pas le temps, eh ben on ne voit pas ces possibles. Donc voilà, moi ce que j'observe, c'est plutôt, alors, je ne sais plus si c'est dans ton texte ou comme j'ai lu 2 textes dans le train, mais en tout cas, il y a une tendance où on se dit il y a plutôt un optimisme sur une prise de conscience et donc une envie peut-être de consommer moins. Ensuite, entre l'envie et le passage à l'acte, on n'est pas tous égaux et je pense qu'on parlera tout à l'heure notamment de la notion de sobriété. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est indécent de parler de sobriété. Voilà. Merci. Je vous propose maintenant d'aborder un peu le thème des moteurs de la surconsommation ou de la surproduction. Et peut-être toi, Jeanne, tu peux déjà nous expliquer un petit peu, nous donner ton point de vue. Quels sont les moteurs les plus puissants? Est-ce que c'est l'imaginaire du progrès et de la nouveauté? Comment est-ce que ça s'est apparu? Et qu'est-ce qui nous fait aujourd'hui surconsommer et surproduire? Alors, il y a différentes manières d'écouler cette suroffre dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a des dispositifs matériels en fait très simples qui nous contraignent à racheter sans cesse. C'est ce que j'étudiais dans le consumérisme à travers ces objets, c'est-à-dire tous ces objets, tous ces produits que vous ne pouvez pas garder, que vous êtes obligé de renouveler constamment. Certains, c'est officiel, c'est assumé, on les appelle les produits jetables. D'autres, c'est un peu plus difficile à détecter, on les appelle les produits à obsolescence programmée. Mais pour moi, c'est la même famille. Ou d'autres, c'est officiel, mais c'est pas écrit dessus, on les appelle la mode. Donc il y a plein de mots comme ça, différents, qui vont faire qu'on pense que c'est des phénomènes très variés. Ah oui, mais la mode, c'est pas pareil que l'obsolescence programmée d'une imprimante, qui est une panne informatique préprogrammée. C'est pas pareil qu'un gobelet jetable où on l'achète, on sait qu'on va le jeter. Pour moi, c'est la même grande famille, parce que historiquement, ces produits ont été inventés ou réinventés pour permettre ce renouvellement constant de la demande. C'est-à-dire que c'est des produits qu'une fois que vous les achetez, même si vous les possédez, même si vous essayez de les entretenir, vous devez à un moment ou à un autre les renouveler. Donc cette logique du renouvellement de la demande qui est au cœur de la relance sans cesse, de la croissance, qui permet d'éviter ces fameuses crises de saturation ou de surproduction dont je vous parlais, ça, c'est des dispositifs qui sont contraignants. C'est-à-dire qu'il y a des objets, quand bien même vous voudriez les garder, vous ne pourrez pas, au bout d'un moment, vous ne pourrez plus vous en servir. Donc il y a des résistances plus ou moindres, il y a des possibilités de résistance plus ou moindres, mais pour moi, ça relève quand même d'une forme de contrainte matérielle, avant de parler d'imaginaire, etc. Après, j'étudie aussi dans mon livre « Le désir de nouveauté » les discours qui accompagnent la promotion de ces produits, donc, et qui mettent en avant justement leur renouvellement comme quelque chose de positif. Je m'oppose beaucoup à la définition de l'obsolescence programmée comme un vice caché ou une arnaque, quelque chose de caché dont on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est une théorie du complot, ou en tout cas quand ça apparaît au grand jour, oh quelle surprise, ça existe, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. La plupart du temps, les produits qu'on est contraint à renouveler, on est en plus incité à les renouveler. C'est-à-dire dans la promotion de ces produits, le renouvellement est présenté comme quelque chose de très positif. Dans le cas des produits jetables, alors c'est présenté comme hygiénique, comme pratique, comme économique. Dans le cas de la mode, c'est présenté comme stylé, comme beau, comme avant-gardiste, etc. Bon, j'en passe, mais qu'on prenne en fait le problème du point de vue vraiment des objets dans leur matérialité et dans ce qu'ils nous font vivre et expérimenter, ou qu'on le prenne du point de vue des discours et des valeurs que ces discours transmettent, c'est la même chose. Il y a une incitation à renouveler qui est devenue une valeur, une norme sociale, au sens où c'est quelque chose que tout le monde fait pour avoir une certaine dignité aux yeux de son entourage, et une norme aussi au sens moral, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est valorisé, qui n'est pas si caché que ça. Alors bien sûr, ça peut rentrer en conflit avec des valeurs écologiques, etc., mais à en juger par ce qu'on vit, ça reste quand même très dominant. Voilà. Donc je ne parle pas non plus forcément d'imaginaire, mais plutôt de valeur. Voilà.
Et toi, Françoise, alors toi qui est en contact avec beaucoup de citoyens qui veulent se libérer justement de la surconsommation, qui choisissent, tu parlais de la sobriété tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui se libérer de cette surconsommation? Tu mets en avant des alternatives, tu peux nous en citer quelques-unes? Alors, Madame Solution, donc Voilà. dans les alternatives, on a parlé de mobilité tout à l'heure. On sait, enfin, j'ai pas les chiffres, mais peut-être Samuel les a, mais je pense que 50% des trajets que l'on fait en voiture, tout seul, c'est moins de 1 km pour aller acheter sa baguette, etc. Donc, on peut marcher, on peut prendre le vélo. Dans les alternatives autour de l'alimentation, j'ai brièvement parlé des AMAP, mais on a aussi tout simplement les marchés. Mais je pense que si vous êtes là, vous connaissez à peu près toutes les initiatives que je vais vous donner, mais bon, on va quand même en citer quelques-unes. Bien entendu, les marchés, mais aussi les magasins de producteurs. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de manières d'acheter directement une alimentation. Nous, moi je suis présidente d'une asso donc en Ardèche, on fait aussi beaucoup de glanage parce que des gens qui n'ont pas les moyens, il y a des paysans qui sont ravis de donner ce qu'ils ne vont pas utiliser et en fait ça va se perdre, donc autant que ce soit utilisé. Donc c'est aussi un moyen finalement d'avoir accès à une alimentation à pas cher. Ensuite sur tout ce qui est matériel, on a bien entendu un certain nombre d'initiatives. Tu parles du nombre, je crois que c'est 600 ressourceries, recycleries. On a bien entendu les points Emmaüs. Mais on a aussi tout simplement, on n'a pas besoin dans une même rue d'avoir tous une perceuse, une tronçonneuse parce qu'on a un jardin. Donc il y a aussi se recréer ce lien et d'aller finalement à la rencontre de l'autre pour mutualiser des choses. Je pense que ça, c'est quand même assez simple. Moi, je travaille plutôt dans l'univers culturel, donc c'est vrai qu'autour des livres, la première chose qu'on fait, c'est qu'en général, on va dans une médiathèque, il y a des boîtes à livres, enfin, il y a une capacité aujourd'hui d'avoir accès à une alimentation. Il y a aussi des personnes qui laissent des livres, qui prêtent des livres. On peut offrir, comme les cafés suspendus, on peut offrir une place de cinéma suspendue. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'initiatives aujourd'hui qui existent. Sur les vêtements, bien entendu, il y a les friperies. Alors, je vais peut-être pas parler de Vinted, même si mes enfants sont dingues de ça, mais c'est aussi commencer une autre manière. Voilà, et on a l'impression que c'est très bien, alors qu'en même temps, on a un impact et sur les transports et sur le numérique. Enfin voilà, on a quand même d'autres impacts. Ensuite, il y a une coopérative qui s'appelle Oasis, que vous connaissez peut-être, qui a été créée il y a une dizaine d'années, et autour de l'habitat participatif. Et c'est vrai que l'habitat participatif, c'est aussi une autre manière de ne pas consommer de la même manière et de mutualiser et de vivre ensemble et d'avoir une autre relation. Et puis, j'ai envie de dire que on est tellement englué dans un truc qui s'appelle le temps, qu'on ne sait même plus définir, qu'en fait, on oublie même la simplicité du faire soi-même. Enfin, je veux dire, juste cuisiner plutôt que d'acheter des plats préparés, raccommoder, réparer. C'est des choses quand même assez simples. Et puis, peut-être que aller dans la nature, se reconnecter au vivant, peut-être ça nous ferait moins consommer parce qu'en fait, on serait plus heureux. Et donc, je pense qu'une des questions, c'est est-ce qu'on peut être heureux avec moins? Je pense qu'on peut tous se la poser tous les jours. Voilà. C'est le projet de ta collection Je passe à l'acte. Aujourd'hui, tu as 50 titres, donc 50 sujets sur lesquels le citoyen, le consommateur peut se réapproprier. Oui, s'habiller mieux en achetant moins, c'est bien entendu réparer ses objets ensemble. Enfin voilà, c'est vraiment l'idée de tirer des fils, parce que des fois, on est en silo. Il y a des choses qu'on continue à faire parce qu'on est dans cette dynamique sans se reposer la question, parce qu'il faut tellement se poser des questions. Et puis quand on est un peu écolo, il faut tellement avoir des injonctions contradictoires. Donc en effet, l'idée, c'est vraiment de donner des pistes pour que chacun puisse, même si c'est des petits pas, et même si on critique beaucoup les petits pas, moi je pense que les petits pas, c'est toujours valable. Dans ton ouvrage, Samuel, sur consommation, on arrête tout, on réfléchit, tu donnes un certain nombre d'outils théoriques pour bien comprendre un petit peu les mécanismes. Tu parles de bisous, de bémol, j'ai retenu ces deux acronymes. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, avec plaisir. Peut-être qu'on peut même montrer, je ne sais pas s'il y a des musiciens dans la salle, mais c'est vrai qu'une des originalités, c'est de parler de toutes ces incitations à la surconsommation, notamment à travers le signe du bémol, que vous voyez, que vous commencez à voir, même s'il faut peut-être avoir des bons yeux. Et vous découvrez même à côté que face au bémol, je propose un dièse collectif. Et en fait, dans ce bémol, on se rend compte que par rapport à cette manière de parler de la surconsommation qui, comme le disait Jeanne, a tendance à pointer le doigt sur le consommateur, là, on va vraiment pointer cette société de la surproduction. Et donc,
cette société de surconsommation et de surproduction, elle est tirée par le bémol avec le B des besoins artificiels. Donc comment est-ce qu'on crée toujours de nouveaux besoins, et on voit bien que rapidement le besoin devient un gadget, mais à force publicité, il devient quelque chose d'approprié par la société. Il y a l'extension du marché, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une innovation quelque part, elle va être répliquée dans un autre pays, auprès d'une autre catégorie de population. Il y a la marchandisation, parce qu'il y a énormément de services qui étaient gratuits auparavant, comme faire du stop par exemple, et qui deviennent marchands. Donc on a vraiment une société marchande qui gagne de plus en plus de place. Il y a le haut de l'obsolescence programmée, donc avec Hop, on y travaille depuis plus de 10 ans. C'est sûr que l'obsolescence programmée, c'est une manière de s'attaquer au fait qu'on a un marché qui est saturé. Tout le monde a un frigo, tout le monde a une machine à laver. Comment est-ce qu'on peut avoir une société de croissance quand à un moment donné, on a un marché qui est saturé? Eh bien, l'obsolescence programmée, elle permet de renouveler, d'accélérer ses besoins, parce que il va y avoir un dysfonctionnement, qu'il soit technique, logiciel, ou un phénomène de mode qui va vous inciter à abandonner un produit plus rapidement que prévu. Et puis, pour finir, il y a le low cost, parce que c'est une forte incitation quand même à surconsommer. On se dit, ah oui, pour 2 euros, pour 5 euros, pour 10 euros, non seulement ça fait gagner du temps, entre guillemets, de réflexion et passer à l'acte d'achat beaucoup plus rapidement, mais c'est aussi parce que, par exemple, ça fait une concurrence déloyale par rapport à la réparation. Il n'est pas rentable de réparer un certain nombre d'objets à cause du low cost. Donc, ce bémol, il est une des explications de pourquoi est-ce qu'on surconsomme autant. Et bon, je ne sais pas si on traite tout de suite des solutions, mais en fait, comme il y a la slide, j'ai tendance à dire que de manière collective, le programme du Dièse, il essaye de s'attaquer à ces éléments, c'est-à-dire comment est-ce qu'on désarme justement la publicité, comment est-ce qu'on impulse un autre imaginaire, donc c'est aussi quels sont les objectifs qu'on poursuit en tant qu'individu, comment est-ce qu'on encadre la production, parce que ces objets jetables que décrivait Jeanne, ils ne devraient pas simplement être sur le marché. Ces objets très peu réparables, etc., ne devraient pas se retrouver comme une possibilité de choix. En tant que consommateur, on a 10 000 choix, on n'a pas le temps de se renseigner sur tout, et donc il faut faciliter la vie du consommateur et donc enlever un certain nombre de choix néfastes à la société. Je parle aussi de biens mauvais, il faut assumer le fait qu'il y a des biens néfastes. Soutenir les alternatives. Il existe beaucoup d'alternatives, mais pas toujours connues, et parfois chères, par exemple, ou complexes d'accès, donc il faut que ce soit beaucoup plus pratique. Et puis, il y a un côté embarquer toute la société, parce que j'ai bien conscience, je pense qu'on a tous conscience qu'on ne peut pas sortir de la surconsommation du jour au lendemain, et donc il faut d'une certaine manière fixer un cap et embarquer vraiment entreprises, administrations, citoyens, pour que ce soit lisible, clair, que ça donne envie. Donc il y a des étapes à passer, notamment former les gens à toutes ces compétences qui vont être nécessaires demain. Donc voilà, ça fait partie de mon analyse de cette surconsommation et de comment on peut en sortir collectivement, parce que je crois que collectivement, c'est là que réside l'essentiel de la réponse. Alors, tu commences justement à parler des alternatives et des réponses à apporter. François, je voudrais revenir sur un thème que tu as utilisé, c'est celui de sobriété. Je sais que tu es très attaché à ce terme, mais est-ce que cette sobriété qui peut-elle devenir un horizon vraiment désirable? Si oui, est-ce que ça ne peut pas être vécu aussi par certains comme une contrainte, voire comme une injonction, avec une impossibilité matérielle à être sobre à certains moments? Alors, je veux bien déjà relire la définition de la sobriété des modes de vie. Je me suis dit que c'était chouette de la partager avec vous aujourd'hui. Moins et mieux produire, notamment des objets matériels, et de consommer selon ses besoins et ses valeurs. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que nous avons tous la possibilité de choisir et d'agir pour un mode de vie respectueux du vivant? Je pense que pour les pauvres et les plus précaires, c'est quelque chose qui a commencé il y a longtemps et qu'en fait, c'est réservé pour eux à une classe de bobos et de personnes qui, en effet, ont les moyens de se poser la question. Et c'est vrai que j'avais envie d'opposer la sobriété choisie à la sobriété subie, peut-être. Et c'est vrai que
Prenons la taxe Zuckman. Allez, un petit peu d'actualité. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, les gens voient rouge quand tu vois la manière dont les milliardaires se sont enrichis depuis le Covid face à des personnes qui sont de plus en plus pauvres. Je pense qu'aujourd'hui, en France, les chiffres, c'est 9 millions, mais je pense qu'on est plutôt proche de 12 millions de gens qui vont à l'aide alimentaire. Et donc, on a quand même un enjeu réel qui est que la sobriété, c'est pas la voie possible pour tous. Et j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais, Samuel. J'avais envie de questionner la désirabilité. Je pense qu'aujourd'hui, la principale question pour qu'on soit sur un mode de moins de production ou moins de consommation, c'est que finalement, ces récits, dans quelle mesure, en fait, ils nous donnent envie. C'est vrai que Cyril Dion et d'autres, et t'en parles, je pense, aussi dans le livre, parlent énormément des récits et finalement de la manière dont on se raconte nos histoires, parce qu'en fait, on se raconte tous nos histoires dans nos têtes. On a cette appartenance sociale, on a cette envie d'être qui on est, et bien entendu, la consommation fait partie de cette identité. Mais moi, je questionne, c'est la désirabilité. Dans quelle mesure on est capable de se questionner sur ça? Je ne sais pas si tu voulais rebondir. En effet, la dimension de l'imaginaire, j'insiste beaucoup dessus. Après, la recette pour changer d'imaginaire, je ne l'ai pas. Jeanne, tu veux peut-être réagir justement sur cette notion de sobriété, de récit collectif. Ton ouvrage « Désir de nouveauté » est sous-titré « L'obsolescence au cœur du capitalisme ». Et là, tu vas embrasser, je n'ai pas calculé, 6 siècles, du 15e siècle jusqu'au 21e siècle. Est-ce que cette notion de sobriété, comment est-ce que tu l'aperçois ? Comment faire pour que ce soit plus perçu comme une perte, mais comme un progrès ? En fait, moi, je pense qu'il y a beaucoup des questions là qu'on est en train de se poser qui nous viennent de l'adversaire. Prouver qu'on peut être heureux en consommant moins, prouver que c'est pas si grave de se mettre des contraintes, prouver que c'est pas fasciste de faire des injonctions. Ça, c'est la critique adverse. C'est les libéraux qui disent « Oh là là, l'écofascisme, ils veulent faire des règles sur la consommation. » Mais des règles sur la consommation, il y en a plein, et fort heureusement. Voilà, moi je peux pas acheter des armes, je peux pas acheter de la drogue. Il y a plein de produits qui ont été interdits, comme l'amiante, les aérosols, c'est ça qui a sauvé la couche d'ozone. Il y a énormément de produits qui ont été interdits et de modes de production qui sont interdits. Et c'est plutôt une bonne chose dès lors qu'on est un peu honnête et qu'on pense collectif. Donc répondre à ah là là, mais on va devoir faire des règles, c'est vraiment mal vu. C'est prendre au sérieux l'adversaire qui, lui, est malhonnête, qui dit « oui, vous voulez faire plus de règles, c'est anti-liberté », mais en fait, des règles sur la consommation et la production, il y en a plein, et heureusement. Donc, je pense que c'est pas un argument honnête, et donc les arguments malhonnêtes, il ne faut pas perdre son temps trop à y répondre. Donc oui, ce sont des formes de contraintes, mais on est tous d'accord que la vie en collectif implique des formes de contraintes. Moi, je ne peux pas allumer une cigarette, là, en vous parlant. Bon, tant mieux pour vous, voilà. Même chose sur le fait de devoir prouver qu'on peut être heureux en consommant moins, heureux en luttant. Ça aussi, ça vient de la critique adverse qui nous dit « Ah là là, mais qu'est-ce qu'ils sont tristes ces écolos qui critiquent la consommation, ils veulent nous enlever notre source de plaisir. » Mais c'est à eux de prouver que le plaisir vient de la consommation. La réalité, si on regarde les études économiques, c'est qu'en fait, au-delà d'un certain niveau de richesse, la corrélation entre augmentation du niveau de richesse et augmentation du niveau de bonheur ou de plaisir ou de bien-être, elle plafonne très rapidement. C'est-à-dire que oui, au bout d'un certain temps, plus vous avez de confort et d'argent, plus vous êtes plus heureux, mais au bout d'un certain temps, ça s'arrête et même ça s'inverse. Puisque, comme on le sait, l'augmentation des richesses matérielles et du confort et de la technique d'une manière générale dans notre environnement a des effets pervers. Puisqu'on parlait de la mobilité, plus vous avez de voitures, plus vous allez vite, puis au bout d'un moment, moins vous allez vite, parce que tout le monde a des voitures, et donc vous vous retrouvez dans les embouteillages. Et ça crée toutes sortes de nuisances, etc. Donc en fait, cette réalité de la non-corrélation durable entre développement technologique et bonheur, elle est attestée Et en fait, le fait de dire que les militants qui veulent limiter la consommation, veulent limiter le plaisir, limiter le bonheur, et sont des espèces d'ascètes néo-chrétiens qui veulent souffrir, ou des amiches, comme dit Macron, ça aussi, ça nous vient de la critique, et je ne pense pas qu'on a à perdre notre temps à répondre vraiment à ça. Parce que c'est prêter attention à des arguments de l'adversaire qui sont assez malhonnêtes, en fait. Donc, moi, je pense qu'on peut tous et toutes partir du constat qu'il y a des effets pervers de la surproduction. C'est évident, c'est attesté. Et de là, réfléchir à qu'est-ce qu'on interdit, qu'est-ce qu'on soutient, comme vient de le dire Samuel.
Et c'est ce que font les politiques depuis très longtemps, que ce soit pour des raisons environnementales ou pour des raisons sociales ou pour des raisons, je sais pas moi, humanitaires, etc. Oui, bien sûr. Moi, ce que je me demande, Jeanne, c'est en fait comment est-ce que le grand public voit les effets pervers de la surproduction. C'est-à-dire, je pense qu'à un moment donné, il y a un genre d'écran de fumée, on fait tout pour que cette addiction nous déroute et nous détourne finalement de nos droits sociaux, enfin je veux dire des droits sur lesquels on pourrait se battre en fait. Et donc comment arriver justement à ce que cette surproduction elle soit visible et donc qu'on la prenne en considération? Moi je pense qu'elle est visible et que c'est pas en essayant de faire prendre conscience aux gens qu'on change les choses. C'est aussi cette manière de raconter les choses par aveuglement puis prise de conscience. Elle me paraît pas non plus très utile dans la mesure où, en fait, on est plein à avoir conscience du problème et on n'arrive pas à changer. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le domaine du matériel, de la technique, qui est le domaine de la contrainte. Donc, tant que, d'un côté, vous êtes contraint d'acheter prenons la nourriture, votre nourriture au supermarché et de prendre votre voiture parce que votre travail et que vous devez travailler et que vous êtes pris dans le salariat, qui est fait dans le consumérisme, en fait. C'est travailler pour avoir de l'argent pour acheter, etc., etc. Tant que vous êtes pris par ce système de contrainte, vous avez beau avoir lu tous les bouquins, vu tous les docus que vous voulez sur l'environnement, tout ce que ça va produire chez vous, c'est, comme on dit, la dissonance cognitive. Voilà, la fameuse dissonance cognitive dans laquelle on est tous et toutes. Donc pour moi, c'est pas tant de faire prendre conscience, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'informations déjà qui circulent. On continue à en produire. Hein. Moi-même, je ne suis qu'une productrice d'informations. Mais c'est travailler sur les modèles économiques alternatifs pour les mettre en place et faciliter la vie des gens pour accéder à cet environnement sain. C'est des propositions comme sécurité sociale de l'alimentation, par exemple, ou c'est les transports en commun gratuits. Voilà, à partir du moment où on donne aux gens les moyens de bien faire et que c'est des moyens simples, faciles, peu chers et faciles d'accès, c'est tout bénef. Donc c'est du service public. Je pense, c'est soit du service public, une approche, on va dire, socialiste de l'anticonsumérisme, soit des approches anarchistes, c'est-à-dire développer, comme tu le disais aussi, hein, les liens de proximité, les échanges locaux, l'autoproduction, l'échange, l'entretien au niveau de la communauté, que ce soit un village, que ce soit un quartier, que ce soit un immeuble, etc. Donc tout ça, c'est des choses très concrètes, c'est du partage, etc. Et à partir du moment où c'est là, je pense que les gens, naturellement, y adhèrent, spontanément, y adhèrent. Mais l'information, moi je suis ravie d'en produire, etc. Mais je ne pense pas que l'idée de aveuglement puis prise de conscience est la manière de raconter les choses qui soit la plus pertinente pour parler de changement politique. Voilà. Mais justement, dans ton ouvrage, Samuel, tu parles des petites rues et des grands boulevards. Est-ce que c'est pas un petit peu ça aussi? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là et en quoi ces grands boulevards sont essentiels justement pour créer des changements systémiques? Oui, quand je parle des petites rues et des grands boulevards, c'est plutôt pour parler de ces chemins pour sortir de la surconsommation, parce qu'on a souvent tendance à opposer le levier individuel, la responsabilité individuelle, la consommation responsable, et puis l'action collective, politique. Et donc, d'une certaine manière, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai plutôt tendance à insister davantage sur le levier collectif, mais ça fait pas qu'il faut rejeter ces petites rues que sont la consommation responsable, qui sont quand même nécessaires non seulement pour être cohérent, donner l'exemple et réduire un petit peu cette dissonance qu'on a tous parce qu'on a nos contradictions. Et je le dis aussi dans le livre, que je me trompe en permanence dans mes actes d'achat parce qu'il faut assumer qu'il y a énormément d'obstacles. J'en mets 4, d'ailleurs peut-être qu'on peut les montrer aussi. Il y a 4 grands obstacles à la consommation responsable. Donc oui, c'est à droite là. Il faut quand même les assumer. C'est-à-dire que le prix, c'est quand même vrai qu'un certain nombre de produits éco-conçus, durables, etc. vont coûter plus cher. C'est pas vrai dans tous les cas, parce que c'est vrai que quand on achète d'occasion, par exemple, ou qu'on fait du vélo au lieu de prendre sa voiture, on peut faire des économies aussi. Mais dans un certain nombre de cas, il y a le prix qui est énormément cité, que le temps
dans notre régime d'accélération, quand il faut aller à chaque fois à des magasins différents et se renseigner sur tous les produits, eh bien c'est un luxe que beaucoup de gens n'ont pas. Et puis c'est difficile de l'avoir sur tous les sujets aussi, parce qu'on va se renseigner sur la durabilité, mais est-ce qu'il faut se renseigner sur les impacts sur la santé, et puis sur la colonisation en Israël, et puis sur les conditions sociales de production, etc. Et donc à un moment donné, on est limité dans le temps, et donc on fera des choix, des arbitrages qui seront sans doute imparfaits. Il y a aussi l'entourage, parce que votre entourage, il vous incite fortement. On est des êtres sociaux, donc nos copains font quelque chose, on va trouver ça cool ou pas, notre famille, et donc mécaniquement, eh bien, il y a une grande inégalité d'accès à ces informations, à ces possibilités. Et puis, au niveau cognitif, notre compréhension de tous ces enjeux, il y a tellement de labels, d'allégations environnementales en tout genre sur les produits, qu'il est quand même difficile pour quelqu'un qui n'a pas fait une thèse sur chaque sujet de comprendre vraiment quel est le meilleur choix de consommation. Et dans le livre, je parle par exemple sur les smartphones. Nous, à Hop, on y travaille depuis 10 ans, on a fait des plaintes contre Apple, etc. Et bien oui, récemment, moi, je me suis carrément planté après avoir passé 5 heures peut-être à essayer de bien choisir. Donc, il faut se rendre compte de ces obstacles, mais ça n'enlève pas quand même le fait qu'il y a des promesses, parce qu'on a quand même un impact qui n'est pas nul, on donne l'exemple, on donne du sens, on peut parfois économiser aussi à travers notamment le fait de renoncer aux achats inutiles. Donc ça fait cette petite rue de la consommation responsable qui peut nous emmener vers le chemin politique, qui est une rue un petit peu plus ambitieuse et qui est nécessaire pour justement désarmer le consumérisme, comme je disais tout à l'heure. Et alors justement, là aujourd'hui, on parle des alternatives, des perspectives un peu positives. On est au Festival du livre et de la presse d'écologie, donc on est un peu entre convaincus. On voit qu'on est nombreux à cette table ronde, il y a plein de gens assis par terre. Et pourtant, dans à peine plus d'un mois, c'est le Black Friday. Et ça va cartonner. Et il y a des millions de personnes qui vont acheter des dizaines de millions d'objets. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à notre réflexion collective, par rapport à ces questions de surconsommation ou de surproduction? Ou est-ce que vous êtes effondré par la trajectoire qu'on prend collectivement? Tu veux commencer, Jeanne? Non, pas facile. Non, je ne suis pas optimiste parce que, encore une fois, les lois ne sont pas au rendez-vous. Si le Black Friday, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un événement qui consiste à éponger des invendus. En général, par une manipulation des prix. C'est-à-dire, 2 semaines avant la date du Black Friday, on gonfle les prix. Je ne sais pas moi, un appareil électroménager était à 200, passe à 250. Et le jour du Black Friday, on le fait passer à 190. Du coup, le pourcentage de baisse de prix apparaît spectaculaire, alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est comme les soldes, c'est comme plein de circuits, c'est comme le déstockage, ou je sais pas moi, les caddies mystères, ou les colis Amazon surprise, etc. Donc, ce sont des techniques de déstockage qui font partie du système habituel de la distribution, de la grande distribution. Et tant qu'on n'a pas de loi pour interdire ça, il ne va rien se passer. Et il faut remarquer que même certaines des lois qu'on a eues récemment, qui apparaissaient comme des grands acquis environnementaux, ont eu l'effet pervers de renforcer ce modèle-là. C'est le cas de la loi qui interdit en France la destruction des invendus alimentaires, donc la loi Garot 2016, si je ne me trompe pas, qui a eu pour conséquence le développement de toutes sortes, non pas la baisse de la surproduction, ce serait ça le vrai impact environnemental, mais qui a eu pour conséquence le développement de toutes sortes de nouveaux circuits de déstockage de ces produits à courte date. Donc vous connaissez les points zéro gâchis, le Too Good To Go, etc. etc. Voilà, et donc ça permet donc de continuer, on produit toujours autant, on fait de l'argent un peu moins, mais quand même sur ces produits, et en plus on défiscalise, parce que souvent on en fait des dons, etc. Récemment, on a une loi qui interdit la destruction des invendus non alimentaires, donc avec l'ambition louable d'empêcher que, je sais pas moi, des vêtements, du matériel électronique soient mis en décharge, brûlés, enfouis, envoyés à l'autre bout du monde sans inquiétude pour ce qui va se passer. La conséquence, c'est quoi? C'est l'apparition de nouvelles chaînes de revente de ces produits. Alors, c'est Kiabi qui ouvre des petits magasins où c'est moins cher, donc en plus, elle redore son image, genre, c'est social, ou c'est environnemental. Voilà, ou alors c'est environnemental et social, donc ça leur donne l'occasion de faire plus d'argent,
en défiscalisant et en vendant un peu moins cher, mais toujours plus qu'en détruisant, parce que détruire, ça coûte. Enfin, gérer sous forme de déchets, ça coûte. Donc, ils font plus d'argent, ils continuent à produire toujours autant, et en plus, ils redorent leur image. Donc, c'est tout bénef. Donc, non, je ne suis pas optimiste quand je vois que ces pratiques de marketing événementiel autour du déstockage, c'est-à-dire on fait un grand événement de déstockage, Black Friday ou je ne sais pas quoi, où on va énormément communiquer, et en plus, on va communiquer sur soi-disant que c'est un événement vertueux, je vois que ça se répand de plus en plus. Et en plus, ça commence à prendre le label environnemental. Donc ça va pas du tout. Toi, Samuel, tu partages le constat de Jeanne. Par exemple, toi, je sais que tu es à l'origine avec quelques autres d'un Green Friday, alternative au Black Friday. Oui, il existe un Green Friday où il y a des magasins qui décident de reverser leur vente, le bénéfice de leur vente de ce jour-là à des assos comme Hop ou Zero Waste. À ne pas faire de promotion. À ne pas faire de pub et pas de faire de promotion. Donc, et bon, c'est peut-être c'est moins de 1% de l'offre existante, donc c'est déjà pas très connu. Moi, j'oscille un peu entre le pessimisme et l'optimisme par rapport à cette question. Je vais vous dire pourquoi. Côté optimisme, il y a quand même une stagnation de la consommation en France. Et notamment voilà, de biens matériels, c'est vrai. Et deuxièmement, quand on demande aux gens, finalement, voilà, qu'est-ce qui vous fait vraiment envie dans la vie, par exemple, est-ce que vous voudriez consommer moins mais mieux? Ils sont plus de 70% à dire oui. Est-ce qu'ils, sur les idéaux un petit peu, l'Observatoire des perspectives utopiques, ils avaient demandé, est-ce que l'utopie sécuritaire, l'utopie technologique ou l'utopie écologique, laquelle vous fait le plus envie? En la décrivant un peu, et clairement, en grande majorité, le fait d'avoir une utopie écologique avec plus de temps, moins de consommation, etc., fait plus envie, un peu spontanément. Donc ça, c'est les côtés où je pense qu'on peut avoir une majorité culturelle pour sortir de la surconsommation, et c'est un motif d'espoir qui est un petit peu attesté par les chiffres, comme je dis, il y a cette stagnation. Mais le pessimisme, il existe notamment dans cet anathème du pouvoir d'achat, qui est la première préoccupation des Français, et qui s'impose comme un peu l'alpha et l'oméga des politiques publiques, qui est une construction en fait, une construction médiatique, sociale, parce qu'elle intéresse l'ensemble des classes dominantes, des entreprises, et finalement à gauche comme à droite, tout le monde s'engouffre dedans, parce qu'en effet, on ne va pas être contre le fait d'augmenter les salaires, et notamment les plus bas, où là, je suis tout à fait d'accord, mais il faut quand même s'interroger à un moment donné que le fait d'augmenter les salaires des classes moyennes, ça risque d'augmenter la consommation. On sait bien qu'on ne peut pas se permettre de consommer davantage non plus. Et donc, qu'à un moment donné, le pouvoir d'achat, il est un vouloir d'achat. Il est le fait qu'on a un désir illimité et qu'on est forcément en crise de pouvoir d'achat, puisqu'on va avoir, et on va être stimulé à inciter à vouloir acheter toujours plus. Donc, à un moment donné, si toutes nos politiques s'orientent autour du pouvoir d'achat, avec la seule réponse étant plus, au lieu de dire ça peut être moins de dépenses, ça peut être j'économise, je répare, j'achète d'occasion, j'isole mon logement, etc. Il y a plein de réponses intelligentes au fait qu'on n'a pas assez d'argent, plutôt que celle de dire il faut permettre aux gens de consommer plus. Donc ça, c'est le côté un peu structurel, je trouve, où il faudrait qu'on travaille cette notion, et puis politiquement, des propositions pour sortir du piège du pouvoir d'achat qui, à mon avis, est vraiment un piège tendu par rapport à ce chemin écologique qui, pourtant, pourrait être majoritaire. Françoise, toi, tu parlais il y a quelques minutes du réseau des oasis, ces écolieux qui visent à l'autonomie alimentaire, énergétique, etc. C'est un réseau qui se développe beaucoup. On imagine volontiers que dans ces réseaux, on ne se précipite pas sur le Black Friday. Pour autant, ça reste marginal au niveau de la société. Donc, est-ce que c'est des précurseurs? Est-ce que ce sont des marginaux qui sont un peu en dehors de la société? Comment est-ce que tu vois ça, toi ?
la typologie des personnes qui montent des projets. Donc l'idée, c'est que vous voulez aller habiter à plusieurs dans un endroit. Là, tout à l'heure, j'étais avec un auteur Actes Sud et il me parlait d'un lieu qu'ils ont trouvé en Corrèze, qui est une ancienne colonie de vacances de la Poste à côté de Meymac, donc Nord-Corrèze. Je lui dis attention, sylviculture, max, hein, c'est horrible. Et donc ce sont des personnes qui se disent on veut habiter dans un endroit où on veut justement mutualiser, etc. Et c'est pas forcément des alternatives, c'est pas que des gens qui ont décidé d'arrêter de travailler et d'aller se mettre au vert. Je pense que l'idée c'est d'abord, c'est souvent des personnes qui ont un certain âge aussi, puisque la question, c'est que si on ne veut pas tous être en EHPAD et qu'on ne veut pas tous être dépendants, peut-être que d'être dans une communauté où on est plusieurs générations, on va peut-être arriver à mieux vieillir. C'est aussi de s'occuper, d'être capable de se rendre des services intergénérationnels, des personnes qui n'ont plus d'activité, qui peuvent s'occuper des enfants, etc. Voilà, donc je pense que c'est pas forcément des alternatives qui sont tous élevés en Ardèche ou dans la vallée du Diois. Ensuite, l'idée de la coopérative Oasis, c'est aussi d'aider à accéder à ce foncier. Donc là, en l'occurrence, c'est 600 000 euros, le projet dont il me parlait. Et donc, la coopérative Oasis leur prête 100 000 euros, puisque ce sont des gens comme vous et moi qui décident, comme Terre de Liens pour l'achat de terres agricoles foncières, qui décident de prêter de l'argent pour pouvoir avoir une acquisition. Moi, j'avais juste envie de revenir sur un point. Quand on parle des préoccupations des Français, donc pouvoir d'achat numéro 1, sécurité numéro 2, etc., moi, je me questionne qui sont les médias aujourd'hui dans ce pays et qui a intérêt à ce que ce soit ces sujets-là qui soient mis en avant versus peut-être les vrais sujets de ce qui préoccupe les Français. Et au final, tu es plutôt optimiste ou pessimiste sur la suite? Moi, je ne connais pas le Green Friday. Nous, on connaît le Giving Tuesday, puisque donc les assos qui vont très, 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 très mal en France, il faut quand même le savoir, hein, on souffre énormément. Il y a beaucoup d'associations qui vont fermer parce que, voilà, les régions, les collectivités, tout le monde est en train de s'en aller. Et puis même les entreprises, moi, je suis administratrice au 1% pour la planète, donc c'est 1000 entreprises qui donnent 1% de leur chiffre d'affaires ou une partie de leur chiffre d'affaires à des associations comme HOP. Et cette année, on aura beaucoup moins d'argent à distribuer aux 700 associations avec lesquelles qu'on soutient. Donc voilà, donc il y a une vraie, je suis désolée, il y a un vrai enjeu, ça se tend de tous les côtés. Donc je suis ni optimiste ni pessimiste, comme dirait Marc Dufumier ou d'autres, on n'a plus le temps d'être pessimiste ou optimiste. Je dis juste que plutôt que de dépenser du fric le vendredi, je sais pas quoi, de fin novembre, le mardi 2 décembre, donnez 10 euros, 50 euros à l'association de votre choix. Des Restos du Cœur à Hop, en passant par Terre Humanisme, Colibri, qui vous voulez, mais ça aura beaucoup plus de poids. Voilà. Oui, je reprends vite fait la parole. Moi, j'ai vraiment répondu sur ta question sur le Black Friday. Après, la question généraliste de l'optimisme ou du pessimisme, c'est un peu pareil que ce que je disais tout à l'heure avec la question d'être heureux quand on est écolo, blablabla. C'est vrai que c'est un peu des questions qui reviennent sans cesse, où je trouve... c'est pas la peine de trop se torturer avec ça. On est optimiste par principe quand on est activiste, en fait, parce qu'on agit. À partir du moment où on devient pessimiste, on n'agit plus, et voilà. Donc, à partir du moment où on est encore dans la lutte, par défaut, en fait, on est optimiste, et bon, c'est un principe d'action. Concernant le pouvoir d'achat, que tu disais de vouloir d'achat, moi, parfois, j'utilise l'expression devoir d'achat, parce que ce que je constate, c'est que, pour revenir à cette idée que la matérialité, c'est le domaine de la contrainte, ce qui caractérise le consumérisme et la marchandisation de l'environnement dans lequel on vit, c'est qu'il y a une obligation à acheter aussi. Quand bien même on ne voudrait pas avoir de smartphone, pour le boulot, pour maintenir ses liens affectifs, pour ne pas vexer son entourage, je mettais l'entourage là, etc. Il y a aussi des contraintes. Et en plus, il y a aussi un phénomène qu'en étude de la technique, on appelle la dépendance au chemin, c'est-à-dire le fait qu'à partir du moment où vous avez investi en tant que collectivité ou qu'individu dans un certain régime technologique, vous êtes obligé de poursuivre dans ce régime technologique-là, ne serait-ce que pour amortir vos investissements. L'exemple classique, c'est les incinérateurs. Si vous construisez un incinérateur, vous êtes obligé de l'alimenter en déchets tout le temps, parce que l'éteindre et le rallumer, ça coûte cher. Ça demande de dépenser beaucoup d'énergie. Donc, dans un souci d'économie et même de moindres dépenses énergétiques, il faut beaucoup de déchets. Donc, il faut sans cesse l'alimenter. Et alors, du coup, quand bien même vous ne produiriez plus de déchets, vous allez être bien embêté parce que qu'est-ce que vous allez faire de votre bel incinérateur? Donc, c'est la Suède qui importe des déchets pour alimenter ses incinérateurs, par exemple. Donc, tous ces phénomènes-là de contraintes produisent aussi un effet de devoir d'achat. Et pour revenir à cette question de la dissonance cognitive, de la motivation des gens, de la prise de conscience, etc., je pense que ce qui fait que beaucoup de gens sont en difficulté aussi pour transformer leur manière de consommer, c'est ça. C'est que quand bien même il et elle voudraient
éviter ceci, éviter cela, se débarrasser de leur téléphone, de leur bagnole, de leur truc. Il y a un devoir d'achat, un devoir d'usage qui est créé par leur environnement. Et donc, ça, c'est une fuite en avant. Voilà. Merci. On va bientôt passer au temps d'échange avec le public. Pour terminer, je voudrais faire un dernier petit tour de table et vous demander si vous avez une règle collective à changer ou un geste individuel crédible et important que vous proposez, et ou d'ailleurs, hein, ça peut être les deux, pour sortir collectivement et individuellement de cette société de consommation et du consumérisme. Jeanne, tu veux commencer ? Pour les gestes individuels, arrêter de fabriquer on travaille aussi, on n'est pas que des consommateurs, hein, rappelons-nous, on est aussi des travailleurs. Donc arrêter de produire ou d'acheter du neuf, c'est la base. Et sur le plan de la loi, alors moi je suis partie de collectif anti-pub, donc on travaille beaucoup sur l'interdiction de la publicité. Je crois que c'était un sujet que tu aurais voulu qu'on aborde. Donc qu'est-ce que j'appelle la publicité ? C'est la communication commerciale non sollicitée, c'est-à-dire c'est tous ces messages que vous recevez par le biais d'objets divers et variés, par de supports, sans l'avoir demandé, non sollicité. Donc ça va évidemment du prospectus dans votre boîte aux lettres, à vos spams, en passant par tout l'affichage extérieur dans son intégralité, qu'on subit sans l'avoir demandé. Donc c'est ça que j'appelle la publicité. Donc je milite pour l'interdiction de cette publicité, qui est donc l'ensemble des supports de communication commerciale non sollicités. Après, il y a aussi des supports de communication commerciale sollicités, typiquement... si vous allez dans un magasin, que vous parlez à un vendeur pour lui poser des questions, si vous vous rendez sur le site d'une marque pour vous informer sur un produit, etc., ça reste éventuellement des supports dont on pourrait avoir besoin. C'est en tout cas ce qu'on s'entend beaucoup répondre quand on dit « je suis anti-pub ». Oui, mais sans ça, les marques ne pourront plus nous informer sur les produits et comment on fera pour savoir qu'on veut acheter même un produit écologique, on ne pourra pas le savoir. Donc moi, je fais bien la distinction. En fait, il y a de l'information commerciale à solliciter, on sait très bien le faire. Quand on veut acheter un truc, on en cherche et on en trouve. On peut garder celle-là. Par contre, tout le reste qui sont une masse énorme de produits jetables, ces supports sont des produits jetables, qui ne servent à rien, que personne demande et qui nous gâchent la vie, interdit. Samuel, ouais. Ouais, je voulais rebondir parce que ça fait quand même écho au début de notre table ronde où on parlait un petit peu qu'on subit un récit dominant, notamment celui de devoir se justifier de nos propositions, par exemple, et que nous, par exemple, à vouloir limiter la consommation, on serait facteur de contrainte sur l'individu. Mais en réalité, l'exemple de la pub, il est assez intéressant. C'est que, comme tu commençais à le dire, c'est qu'il y a une liberté de réception aussi. On pourrait dire, voilà, est-ce que j'ai une liberté, moi, en tant qu'individu, à recevoir de la pub ou à ne pas la recevoir ? Aujourd'hui, c'est plutôt une contrainte, c'est quelque chose qu'on reçoit, on ne nous a pas demandé notre avis. Donc, cette norme de d'interdire en tout cas certaines publicités, c'est aussi une libération. Donc, ça dépend comment on présente les choses, mais le libéralisme, d'une certaine manière, c'est aussi cette liberté de réception et donc pouvoir encadrer la pub. Et pour répondre à ta question aussi sur la norme, la règle à changer, je suis d'accord avec la pub, mais j'insisterai peut-être sur ce facteur d'encadrer la production que je citais tout à l'heure. Encadrer la production, on se l'autorise très peu. Ça se joue sûrement, surtout à l'échelle européenne, mais c'est vraiment essayer d'éviter qu'en effet rentrent sur le marché tous ces produits qui ne sont pas un minimum durables. Et donc, maintenant, on commence à avoir un indice de réparabilité ou un indice de durabilité sur des produits, notamment grâce à des combats qu'on a menés à Hop. C'est imparfait, etc. Mais il faut que rapidement, dans les prochaines années, on arrive à fixer une règle que tous les produits qui n'ont pas un minimum de 5 sur 10 de réparabilité ou de durabilité, eh bien, ne puissent pas rentrer sur le marché européen. Ce type de règle, allonger les garanties aussi sur ces produits qui sont une voiture, un frigo, etc., qui peuvent avoir des garanties de 5 ans. On devrait fixer ces règles pour encadrer la production, et là, ça faciliterait largement déjà nos réflexions de consommateurs. D'une certaine manière, on n'aurait plus que le choix entre un produit moyen et un produit bon. Déjà, c'est un peu mieux que d'avoir ce choix incroyable entre des milliers de références. Donc, je pense que c'est évidemment un combat difficile à mener à l'échelle européenne, mais qui est central.
parce que voilà, la responsabilité, c'est surtout celle du producteur et pas celle du consommateur. Françoise? Alors, j'ai pas suivi, vous savez beaucoup mieux que moi, mais je pense que tout ce qui est... je crois qu'on a lâché l'affaire sur tout ce qui est fast fashion et super fast fashion. Donc ça, je pense que c'est un vrai sujet. Je pense que le sujet du jetable aussi est un énorme sujet. Et puis alors, ça n'a rien à voir, mais dans les règles, moi, j'aimerais vraiment qu'on soit capable de revoir tous les projets qu'on a votés à un moment donné, de l'A69 en passant par les centres commerciaux. Je pense qu'on est complètement à la ramasse. On a voté des projets dans les années 70-80, on est parti dans des trucs, et aujourd'hui, ça n'a plus du tout lieu d'être. On a une conscience écologique qui n'est plus la même, et il y a vraiment urgence. Et sinon, dans le geste, puisque c'était la deuxième question... Tu l'as posé la question? Oui, vas-y, voilà. j'ai déjà prêt. Dans le geste, vraiment en France, ne prenez que le train, s'il vous plaît. Prenez que le train, même si vous allez à Nice. Moi, je suis venue de Cahors tout à l'heure, j'ai mis 5h44, j'ai lu 2 livres, c'était super, même 3. Donc surtout, prenez plus l'avion, mais qu'on n'ait plus d'avion dans ce putain de pays, c'est quand même pas possible. On peut aller à Bordeaux en 2 heures. Ok, Nice, c'est 6 heures et quelques. Ça va, on va survivre. Et comme quoi, mon livre se lit vite, alors. Est-ce que vous avez des questions? Il y a plusieurs mains qui se lèvent. Bon, alors, moi, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de me limiter. Déjà, c'est peut-être pas tellement le sujet, mais j'ai envie de commencer par dire pourquoi on veut toujours employer des termes anglo-saxons. Donc le Black Friday, le Monday, je sais pas quoi, enfin... Moi, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui disent que la langue française elle va quasiment disparaître en dehors de la France prochainement. Enfin, bon, ça, c'est une première chose, c'est pas le sujet. J'ai vraiment d'autres questions qui concernent vraiment le sujet, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'ai fait un stage à la Chambre de commerce de Paris, de vendeurs, ils appelaient ça déjà conseiller vendeur. Eh ben, je comprends bien comment fonctionne le système de consommation, parce qu'on nous apprenait que le marketing, tout ça, c'est fait pour... c'est basé sur le désir du client, c'est en déterminant les besoins du client qu'on détermine la production. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est exactement l'inverse. C'est en proposant une multitude de produits dans tous azimuts, dans tous les sens, multiples, que après on voit lesquels les clients vont choisir. Donc ils ont un raisonnement exactement inverse de ce qu'ils disent, quoi, enfin de la réalité. Donc et puis je pense aussi à comment dans le domaine, parce que moi l'autre sujet dont je voulais parler, c'est la croissance. Quand on suit les médias, c'est toujours la croissance. Et tous les problèmes, ils se scoutent de là. Mais si on continue comme ça, on continue à aller dans le mur. La question, c'est vraiment d'aller dans une autre direction que de toujours parler de ça. Et bon, une dernière chose, c'est que y a le système capitalisme, le système de production, de consommation, tout ça, dans le système des entreprises qui fabriquent et qui vendent, bon, ils savent vraiment comment bloquer les choses, enfin vraiment cloisonner et décider les choses. Il y a l'idée c'est top secret, on peut pas aller, ça se fait pas d'aller demander à l'entreprise comment elle fonctionne. Secret des affaires. Le secret des affaires, voilà, je pensais à ça, voilà, exactement. Oui, le secret des affaires joue un grand rôle dans le verrouillage des possibilités de réforme de la production. Typiquement, sur les questions d'obsolescence programmée, etc., c'est très difficile de pouvoir accéder à certaines informations parce qu'on prétend que c'est secret d'affaires ou propriété intellectuelle. Donc, on observe que les marques qui font le plus d'obsolescence programmée sont aussi celles qui ont mis en place tout un ensemble de procédés juridiques pour verrouiller leur processus. Donc c'est des ingénieurs qui sont soumis au secret professionnel, c'est l'invocation du secret d'affaires, c'est l'invocation de la propriété intellectuelle. Donc c'est aussi une bataille juridique de ce point de vue-là, c'est-à-dire repérer tous ces aspects du droit qui servent aussi à ces entreprises
à ne pas, pour qu'on ne puisse pas enquêter à leur sujet, qu'on ne puisse pas prouver des choses contre elles, etc. Tout à fait. Et sur la langue française, c'est absolument pas le sujet, mais du coup, je vous incite à lire ce que les linguistes atterrés, ce collectif, produit là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour la question. Merci pour votre question. Mais je voulais, Jeanne, remercier pour votre approche parce que ça fait un bien énorme. Je suis moi formatrice à la transition écologique d'adultes au milieu professionnel et c'est extrêmement compliqué de sortir de la culpabilisation de l'individu et on manque d'armes pour le faire. Je vous remercie parce que là, je vais l'acheter pour faire mes armes, pour pouvoir travailler sur la question de la consommation. Mais ma question était une autre, je trouve ça très intéressant que, ayant fait un parcours de philosophie, vous vous intéressiez aux objets et ça vous fait courir un risque de tomber dans cette question de l'individu, du consumérisme, alors que vous avez apporté une approche extrêmement alternative et importante pour la question. Comment vous avez fait pour... Merci, mais en fait, il y a une branche de la philo qui s'appelle la philosophie des techniques, qui est la branche de la philosophie qui s'intéresse au monde matériel, aux objets. Que vous avez fait où? Cette COPRA, vous l'avez fait? Pardon? Vous l'avez fait où? À la Sorbonne, par exemple? Oui, mais c'est partout, hein, la philo des techniques, où c'est même au lycée, on apprend la technique, c'est une partie du programme, et c'est en général, quand on est prof en terminale, ce qui a été mon cas, on va enseigner par exemple la critique du progrès. La notion, est-ce que la technique élève les humains, la technique comme quelque chose qui apporte la culture ou pas, ou qui au contraire apporte la barbarie. Enfin, c'est tous ces sujets-là qui sont abordés dès le lycée en général pour les élèves qui peuvent faire de la philo au lycée. C'est pas tout le cas pour tout le monde. Et sinon, vous avez, si ça vous intéresse, une autre partie de la philo qui s'appelle en général l'échange, les échanges. Donc là, c'est la philo de l'économie. Donc oui, les philosophes s'occupent des verres, des tampons, des bouquins, des chaises. Ça arrive. Bonjour, merci pour la conférence. Moi, j'avais une question qui portait plutôt autour de la location et plus largement, enfin, pour le dire autrement, l'achat d'un service. C'est quelque chose dont j'entends assez peu parler et c'est une réflexion personnelle où je me dis que ça pourrait permettre de consommer moins. Donc, si par exemple on se dit qu'au lieu d'acheter un frigo, on achète le service qui est d'avoir un frigo chez soi qui permet de refroidir des aliments, dans quelle mesure est-ce que cette location-là pourrait être intéressante pour les entreprises, par exemple, pour avoir une maîtrise sur l'ensemble du cycle de vie du produit et de récupérer le frigo une fois qu'il est en panne et d'en fournir un nouveau. Donc, cet aspect de location, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Oui, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Elle est souvent présentée comme une alternative justement à une économie qui est fondée sur l'achat privé de biens matériels, un voire plusieurs par personne. Je ne sais pas qui veut se répondre, non ? Non, mais comme tu dis beaucoup les alternatives, tu as peut-être des exemples. Moi, je peux vous donner l'exemple, par exemple, en Suisse, chaque immeuble, enfin pas chaque immeuble, mais beaucoup d'immeubles ont une buanderie collective. Donc, plutôt que d'avoir chacun une machine à laver dans sa maison, on a la possibilité d'accéder aux services de lavage. Et ça donne en général des machines beaucoup plus robustes, qui sont entretenues par des professionnels, donc ont une durée d'usage, qui sont un usage très intensif, mais une durée plus longue. Et en effet, l'incitation, ce qui est intéressant derrière ce modèle, c'est que le producteur, il a intérêt à ce que le produit dure longtemps. Parce qu'il reste propriétaire du produit. Et donc, vous allez payer chaque mois ou chaque année. L'inconvénient quand même, parce que pour l'avoir expérimenté, par exemple, j'ai aussi cofondé une recyclerie ici où on prête, où on loue des objets de cuisine. C'est que, en fait, les gens, ça ne les intéresse pas beaucoup, quoi. Et donc, même si théoriquement c'est très intéressant pour l'environnement, etc., et même dans des enquêtes qu'on a faites sur des territoires avec une ressourcerie, oui, je veux acheter d'occasion, j'aimerais bien emprunter, bof. Donc, et après, le passage à la pratique est encore plus faible. Et nous, là, personne ne vient jamais prendre l'appareil à raclette qu'on propose. Donc, en soi, oui, mais comment est-ce qu'on arrive à passer ça dans les réflexes, c'est une autre paire de manches. Je continue, hein, mais ça vaut beaucoup pour un certain type d'objets pour lesquels on est habitué à se dire que c'est louable.
que l'on peut louer, comme des bouquins ou des supports à la médiathèque, etc. On est encore resté dans cette idée que ça se loue, ça s'emprunte. Pour les voitures, parce que c'est cher, mais c'est vrai qu'il y a des bibliothèques d'objets qui se développent et ce retour est intéressant, quoi. Il y en a une à Montreuil aussi, bibliothèque d'objets de Montreuil. Ça existe, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce retour, de dire que pour l'instant, pour certains objets, ça reste difficile à envisager, à mettre en pratique. Merci beaucoup. Je vous invite à regarder les travaux de la CCI Île-de-France sur l'économie de la fonctionnalité, où il y en a 1000 autres, ou les travaux de Walter Stael. 2 questions par rapport à ce que vous avez demandé. Merci pour ce que vous faites. Mais je trouve que vous n'avez pas assez appuyé sur ce que le politique pourrait mettre en œuvre. Par exemple, on pourrait imaginer que le politique pourrait placer des quotas. On a parlé de la fast fashion, 3,5 milliards de textiles neufs vendus par an. Est-ce que le politique ne pourrait pas dire que sur le marché français, on avait bien un temps des quotas de production laitier. On pourrait imaginer aujourd'hui des quotas de mise sur le marché de produits neufs pour diviser, je rappelle qu'il faut diviser par 9 notre consommation de textile en France, hein, donc c'est une sacrée marche. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est crédible? Et de l'autre côté, est-ce que vous réinterrogez l'indicateur majeur, celui qui fait vibrer toute économie dans le monde, tout économiste ou financier, le PIB? Le PIB n'est fondé que sur de la vente. Si dans cette salle, on vient tous à ranger correctement les chaises, bénévolement à les entretenir, ça fera 0 de PIB. Si nous les fournissons à un recycleur, ça fera du PIB. Donc la destruction des chaises crée du PIB. La maintenance, la prévenance des chaises de façon bénévole créera 0 PIB. Et je pourrais élargir largement sur beaucoup de choses. Et notamment, c'est pour cela que les combats de Hobbes sont extrêmement importants. Mais ils viennent se heurter. Si je prends 3 autres initiales, Hobbes se heurte au PIB. Moi, je réponds oui. Je suis tout à fait partisane de l'imposition de quotas de production et d'importation, bien sûr, à condition que ce ne soit pas purement protectionniste, mais que ça s'applique aussi à ce qu'on fait en France. Parce que la loi sur la fast fashion, elle cible des entreprises chinoises, mais elle cible pas, en tout cas en l'état actuel, c'est pas encore totalement instauré, elle cible pas des entreprises européennes. Je rappelle que la fast fashion, ça vient de l'Europe, hein. C'est la Suède, c'est l'Espagne, c'est la France, c'est l'Angleterre. Donc voilà, oui, à condition que ce ne soit pas des lois protectionnistes, mais vraiment environnementales. Et sur la critique du PIB, oui, j'y souscris totalement. Oui. La question des quotas, c'est vrai que je l'aborde aussi un petit peu dans le livre, parce que c'était impensable finalement, il y a avant Trump quasiment, de lancer l'idée qu'on allait maintenant mettre des quotas d'importation. Mais là, il y a une fenêtre d'opportunité qui, paradoxalement, s'est peut-être ouverte, de dire mais on ne peut pas se permettre de recevoir ce flot de textiles en permanence de mauvaise qualité, etc. Et donc, ce serait vraiment une opportunité de dire maintenant, de limiter drastiquement ces importations, et donc à 100%, et je suis très étonné que à peu près personne dans le monde politique ne l'a mise en avant. De vente, mais aussi d'importation, puisque ce serait assez facile à mettre en place à l'échelle de l'UE. Donc c'est la première chose. Et puis deuxième, en effet, sur la critique du PIB, moi, je l'ai depuis longtemps. La question après, c'est comment, parce qu'il faut qu'on s'extrait de ce mot poison, comme disait Ariès, de dire voilà, la croissance, elle structure nos débats. Il y a des indicateurs alternatifs, mais personne s'en saisit vraiment, les médias non plus. Donc, ça fait partie des combats structurels à mener, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup pour vos interventions et vos échanges. Et je voulais vous demander si vous pouviez détailler un petit peu ce qui pourrait être, en gros, la préparation d'un monde où la publicité a été désamorcée ou désarmée, et comment en gros les personnes qui travaillent là-dedans, qui collent les affiches qu'on veut plus voir, ou qui créent tous ces trucs-là, comment la société prépare ces personnes-là à faire autre chose. J'imagine que vos collectifs ont réfléchi à ça. Je vais passer la parole à Jeanne, mais tous ces gens-là, on a un gros souci, c'est quand même de manger. L'autonomie alimentaire de notre pays est ridicule.
Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on cultive si on veut manger. Donc, je veux dire, ces gens-là, il y a plein de possibilités de faire d'autres métiers que de coller des affiches, notamment dans le métro, tous les trucs numériques là, qui nous imposent, qui est quand même de la publicité imposée, là, pour le coup, et qui a un impact écologique désastreux. Moi, je ne suis pas très inquiète sur recycler les personnes dans ces métiers-là. Si, oui, je te laisse aussi. C'est sûr que on a tendance à dramatiser, je trouve, cet enjeu de la reconversion, parce que pour moi, cette économie qu'on essaye de faire naître, elle n'est pas forcément perdante en emploi. Tous ces produits qu'on va essayer de limiter viennent de l'autre bout du monde. Bon, on se posera la question quand même de eux, comment ils arrivent à se reconvertir, et c'est quand même pas une mince question, mais pour ce qui est de notre économie européenne, il y a beaucoup plus d'emplois à créer derrière ces services de réparation, de maintenance, etc., que de toute façon ces emplois qui n'existent quasiment pas en France, de fabrication par exemple de vêtements. Donc on a, je pense, relativement peu de reconversion à faire à ce niveau-là. Il y a en effet l'industrie publicitaire, mais c'est tout à fait gérable. Pour moi, c'est l'enjeu d'avoir des jalons avec fixer des objectifs à 10 ans et donc progressivement former ces personnes. Les réponses ont déjà été données. Que faire des publicitaires et de tous les métiers associés à la communication en général? Ce qui vient d'être dit, c'est que face à, là aussi, la critique adverse du chantage à l'emploi, vous voulez réglementer une industrie, mais du coup les gens vont perdre leur emploi, oui. Faut replacer cette critique dans un cadre plus général d'une volonté de transformer l'économie. Donc, par exemple, en reprenant la terre aux machines, par exemple, comme le disait le livre, comme disait l'atelier paysan, c'est-à-dire en fait en acceptant de constater qu'il y a des domaines dans lesquels il faut plus d'êtres humains. Il y en a dans lesquels il en faut moins, typiquement la publicité, il en faut moins, mais il y a des domaines dans lesquels il faudrait moins d'outils mécanisés et plus d'êtres humains. C'est par exemple effectivement le cas de l'agriculture, où là on a vraiment un problème qui est même social et culturel, qui est la désertion totale des espaces de production et de vie, qui sont plus des espaces de vie, mais seulement des espaces de production. Donc c'est une question de transition écologique et moi aussi je pense que si on prend un point de vue un petit peu supérieur, on voit que c'est pas un problème et qu'il y a en fait beaucoup de travail qui nous attend si on veut transformer toute l'économie. Et je voulais ajouter quelque chose mais j'ai oublié. Moi, je suis hyper optimiste sur un sujet. Prenons un exemple. Il y avait des magasins pour louer les vidéos. Moi, mes enfants, ils n'ont pas connu les vidéostores. Ça n'existe pas dans leur imaginaire. Et donc, ces gens-là, du jour au lendemain, c'est une industrie qui s'est effondrée. On ne loue plus de vidéos parce que c'est fini. On a accès à la culture autrement. Donc voilà, tout ça pour dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui n'est plus ajusté avec la manière dont on doit vivre sur cette planète, on est agile et voilà. Oui, ça fait de la casse, mais ça recrée d'autres espaces, d'autres poches, en fait. Non, mais juste pour dire que cette question du chantage à l'emploi, elle est aussi similaire au débat sur vous empêchez de vous poser des contraintes, vous empêchez aux gens de produire tout ce qu'ils veulent, etc. À partir du moment où on considère qu'un objet ne devrait pas être produit, on considère aussi qu'un travail ne devrait pas être fait. Et donc on ne va pas pleurer pour la disparition d'usines d'armement sous prétexte que pauvres ouvriers ne pourront plus produire des bombes qu'on va envoyer sur la Palestine. Enfin, à un moment, il faut aussi regarder les choses et se dire, par ailleurs, qu'il y a des métiers qui méritent de ne pas exister, qui ne méritent pas d'exister, pardon. Et ça, je pense, ça doit aussi s'appuyer quand même sur un travail qui est en train d'être fait, mais vraiment d'étude de qu'est-ce que c'est le travail dans la publicité et du caractère extrêmement toxique de ce milieu. Il y a quand même pas mal de trucs qui sont sortis à l'époque MeToo publicitaire. C'est un monde dans lequel il y a énormément de stages, de précarité, d'exploitation des jeunes, etc. Donc moi, j'ai pas de données, j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé, mais je sais qu'il y a une thèse qui vient d'être publiée là-dessus avec un livre, etc. Donc c'est aussi arriver à nommer la souffrance dans ces métiers qui, parce qu'ils sont très valorisés socialement, est très rémunérateurs, selon si vous êtes stagiaire ou pas, mais en tout cas pour ceux qui arrivent à passer un certain temps dans ces métiers et à avoir une stabilité,
C'est parce qu'ils sont lucratifs, on pense que c'est des métiers enviables. Mais je pense que si on gratte un peu, en fait, il y a aussi dans le vécu des personnes qui sont à ces endroits-là énormément de choses à dire. Je vais être très court, mais il y a longtemps, j'ai entendu parler, c'est quand on commençait à parler de l'économie je sais plus comment, du besoin, enfin j'avais l'exemple de la photocopieuse où on achetait le service plutôt d'acheter le produit, on achetait le service de photocopie. J'ai trouvé ça génial, mais je me suis dit, mais génial, moi quand je veux des photocopies, je veux avoir ce système-là. Puis j'ai vu que c'était appliqué que dans des grandes entreprises qui ont des gros besoins, quoi. Et c'est pareil pour la lutte contre le gaspillage. Ils doivent redistribuer leurs invendus dans des structures, mais ce qu'à partir d'une certaine taille. Les petits magasins, non. Et pour le particulier, ce système de l'économie du service, ça ne peut pas s'appliquer parce que il y a une économie qui fait que c'est appliqué que dans des trucs qui ont des gros besoins. Voilà. Oui, c'est pour ça que l'individualisation des pratiques a été vraiment un ressort du consumérisme. C'est-à-dire l'idée qu'il faut vendre à chacun tous les produits que chacun ou chaque ménage ou même chaque personne. Il y a des études marketing sur les effets bénéfices des divorces sur le marché. Ils sont là, ah oui, c'est un peu triste le divorce, mais bon, quand même, du coup, les gens vont acheter 2 fois plus de trucs vu qu'ils auront 2 maisons. Donc vraiment, l'individualisation des pratiques est vraiment un ressort important du consumérisme. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que du coup, on n'est jamais assez nombreux ou assez forts pour pouvoir avoir une machine commune. Mais voilà, l'exemple de la photo, bon, on a pris l'exemple des machines à laver tout à l'heure, etc. Mais en fait, ça peut exister. C'est juste qu'il faut s'organiser à l'échelle de sa communauté. Il faut socialiser les biens de consommation, qui sont en fait, tout dépend comment on les regarde, mais aussi des biens de production, à condition de se rappeler que le travail domestique, c'est du travail. Et que donc, ce qu'on appelle des biens de consommation, typiquement tous les appareils électroménagers, sont aussi entre des biens de production de travail domestique. Et que si on les socialise, c'est-à-dire on les collectivise à l'échelle de notre communauté, eh bien, on va avoir des biens plus durables, on va payer moins cher sans doute, et on va avoir un véritable entretien de ces produits-là. Ça posera plein de problèmes d'organisation, mais c'est normal, c'est de la politique. C'est ça le lien entre technique et politique, pour revenir à cette question de tout à l'heure. C'est-à-dire que à partir du moment où on arrête d'individualiser absolument tous nos gestes techniques, eh bien, on se met à se poser des questions sur le partage, sur le travail, sur qui fait quoi, sur la répartition des tâches. Est-ce que ça va être toujours les femmes qui vont devoir s'occuper de socialiser ces biens de consommation ? Vous voyez ? Donc, c'est des vraies questions politiques, et c'est sûr que plus on individualise nos pratiques, plus on a l'impression que ces questions-là sont réglées, alors qu'en fait, ça crée toutes sortes d'autres problèmes sur lesquels on parle depuis le début de cette conférence. Eh bien, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose... Tu veux compléter ? Vas-y, Françoise. Non, j'ai pas une question. J'ai l'impression que vous vous intéressez à ce sujet-là. Vous pourrez prendre la photo dehors. Il y a une collection qui s'appelle Système Terre qui vient de sortir chez Actes Sud. Je fais une minute de pub, mais parce que c'est vraiment intéressant. Et c'est autour de la sobriété matérielle et la justice sociale. C'est l'article d'un Indien qui est paru sur ces questions-là et qui vient questionner finalement aussi, dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui, mais la question de la justice sociale dans ces histoires de sobriété. Et le 16 octobre, Samuel et Valérie seront en rencontre à la librairie Utopia, je ne sais plus si c'est 19h, dans le 5e. Voilà. Je pense que ce sera une soirée très intéressante autour de la question de la consommation, surproduction, surconsommation, déconsommation. Et vous pouvez aller consulter, voire acheter cet ouvrage sur le stand de la librairie, je crois qu'il y en a, au bout du couloir. Voilà. Vous pouvez aussi aller rendre visite à tous nos amis éditeurs de presse, de journaux, les associations qui font un travail remarquable autour de l'écologie. Et je vous invite à continuer la discussion avec nos 3 intervenants juste à côté, puisqu'on enchaîne avec une autre table ronde ici dans quelques minutes. Merci à tous et à toutes, et merci à vous 3.